Professionnellement... Attends. Le club est né en 1948 avec 3 personnes. Georges Clérisseau, qui porte le nom du stade, en fait. Le stade d'honneur, oui. René Foissier, qui porte ici le club, et le maire d'Amilly à l'époque, qui s'appelait René Gibon. À cette époque, le club était 3 fois rien. Quelques bénévoles, quelques éducateurs et quelques joueurs. Pas plus. Et petit à petit, l'équipe grandit et devient une vraie structure qui accueille beaucoup de jeunes de la ville. Il n'y avait pas grand-chose, on avait 3 équipes, une première, une réserve et une équipe, ce qu'on appelait après à l'époque débutants, qui était mélangée avec à l'époque minime, cadet. Bon, le grand départ, le grand qui a marqué, c'est quand Jean-François Laurent est arrivé dans les années 70. Et on a fait de progresser. Sur 3 équipes, après on s'est retrouvé à 30 équipes. Et avec une bonne organisation, des bons résultats. Oui. Mais un club de foot, c'est aussi des personnalités qui changent le club. Son arrivée a complètement bouleversé le club avec une vraie politique de formation pour les jeunes. Former des joueurs qui ont été professionnels, qui ont joué en équipe de France. Là, c'était le grand tournant du club, quoi. C'est la fierté du club. Moi, j'ai eu Gava, Loco, j'ai eu Var, Gaëtan Var, qui a été mon gardien de but en minime ici. Quand on voit ça, après, c'est une grande fierté d'avoir formé tous ces gens-là. Après, quand on me dit, ah, il vient d'Amilly, c'est bien. L'esprit du J3 à l'époque, prendre des joueurs du coin, les faire progresser, les faire évoluer pour qu'ils aillent au plus haut niveau. Une vraie école de formation avec l'ambition de voir les jeunes grandir et s'épanouir le plus possible. C'est l'esprit à l'époque. Quand on prenait des joueurs ici, je veux dire, c'était pas pour forcément c'était des bons. S'ils étaient bons, on les gardait. On n'était pas là à leur dire non, faut rester ici, faut rester ici. C'était pour que justement qu'ils montent Le plus haut possible. Bah oui. Et si cette philosophie marchait si bien à l'époque, c'est pour plusieurs raisons. Déjà beaucoup plus de moyens, donc plus d'équipes et plus de catégories. Donc beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire progresser les jeunes. Alors moi j'ai connu ici 4 équipes seniors. Je crois qu'on avait 4 équipes minimes, 4 équipes cadets. Je me demande si on n'a pas eu 3 équipes juniors. On appelait junior à l'époque et eu 18 ou 19 maintenant. Mais les années passent, et comme dans beaucoup de clubs, amateurs comme professionnels, les choses peuvent commencer à s'essouffler. Moins de résultats, moins de bénévoles, moins de joueurs, et pas de président pour reprendre le club. Il y a eu 4 ans où le président souhaitait partir et il n'y avait pas encore de repreneur. Et là, en fait, on sent que ça s'est soufflé. Ouais. Mais pour repartir, il fallait un nouveau souffle, et c'est finalement Émilie Sali qui décide de reprendre le club. Et elle le fait pas toute seule. Elle ne se voyait pas prendre toute seule en fait, tout le club, et elle me l'a proposé pour qu'on puisse faire un binôme, en fait, elle qui s'occupe plus de la partie associative et moi plus la partie sportive. Pour rappel, le club du J3 à la base c'est une association sportive. Qui dit association dit bénévole pour faire marcher le club. Mais des fois, comment motiver des hommes et des femmes qui sont là depuis des années à continuer? Là est toute la question. Fédérer des bénévoles. Pour toi, c'est le plus difficile? Oui, ça c'est difficile parce que c'est des bénévoles. Ils n'ont pas d'obligation à part leur engagement. Et justement, on compte beaucoup sur leur engagement. Et des fois, il y a la peur de tirer un petit peu sur la corde et de trop leur en demander. Trouver le juste milieu pour à la fois qu'ils trouvent leur compte dans cet investissement et en même temps pas les dégoûter du bénévolat en demandant trop parce que c'est pas facile d'avoir
la reconnaissance quand on est bénévole et ils en ont besoin. Parce que certains, ils passent tout leur week-end depuis 50 ou 60 ans. Et ça se respecte. Donc ça, c'est un défi. Ce défi est d'autant plus grand car ceux qui portent l'association depuis des années prennent de l'âge. La relève se fait rare et les jeunes s'investissent de moins en moins dans la vie associative des clubs. En fait, on a beaucoup de bénévoles qui sont actifs au sein du club, mais ils ont aux alentours de 75 ans. Et là, je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe dans le monde associatif? Soit nous les jeunes, comme moi, maintenant je suis en train de basculer de l'autre côté, mais je me dis qu'en fait on commence à avoir un peu moins d'associations qui réussissent à tourner. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a les seules personnes qui tiennent les rênes, ce sont des personnes qui ont un certain âge, avec un certain vécu. Et comme vous pouvez vous en douter, ceux qui sont là depuis des années, c'est un peu leur deuxième maison. Alors quand il faut changer les habitudes ou mettre de nouvelles choses en place, ça peut vite devenir un gros défi pour les présidents. Les résistances au changement, de dire aux gens on va changer ça, et on a changé beaucoup de choses d'un coup et on sait que ça a été difficile. Mais ils suivent et encore une fois c'est la confiance qui fait que les gens suivent. Et puis quand on change quelque chose, il faut avoir le souci de ne pas compliquer la vie aux gens, en fait, que ce ne soit pas plus difficile pour eux après le fait d'avoir changé quelque chose. Mais la résistance au changement, c'est compliqué. Ouais. Ne pas froisser, les écouter et de savoir quelle direction ils veulent avoir. Et que nous aussi, en fait, on y mette aussi notre patte. Mais maintenant, il faut un renouveau pour pouvoir en fait redynamiser les choses. Pour relancer un club, tout commence forcément par la base. Les jeunes. Former, encadrer et redonner envie de jouer au foot aux nouvelles générations. C'est la priorité numéro 1 du club. Ma priorité, c'était en fait surtout les jeunes. Les jeunes, on connaît un petit peu le passif du club. On a beaucoup d'enfants, à un bon niveau. C'est bon ça, en fait, continuer à les faire rêver. Et c'est une des priorités que l'on se met. En fait, c'est surtout la jeunesse au sein de ce club, la faire vivre. Et après, pourquoi pas qu'ils puissent rejoindre soit un club professionnel, ou sinon les préparer aussi à la vie active. Mais un club, c'est pas que des bénévoles et une organisation associative. C'est aussi un projet sportif où les jeunes apprennent plus que le foot. Le côté sportif, en fait, c'est l'école de la vie pour moi. Et surtout, en fait, dans un sport collectif comme celui du football. Pourquoi? Parce que vous êtes confronté à différents caractères dans un groupe. On parle souvent des 11 joueurs et tout ça, mais en fait, ça ne se passe pas qu'avec 11 joueurs. Souvent, c'est un groupe ou un effectif où on est 22 joueurs. Et des fois, la concurrence, elle est rude. Concurrence qui est rude. Mais pour transmettre ces valeurs, tout repose sur une seule personne, l'éducateur. Celui qui accompagne les jeunes au quotidien, sur et en dehors du terrain. L'importance du rôle de l'éducateur, en fait, c'est de pouvoir en fait, aussi fixer des limites quand en fait, elles sont franchies, et aussi laisser aussi le libre arbitre aussi, aux enfants aussi de pouvoir s'exprimer, de dire moi je suis pas content, et c'est là qu'on commence à découvrir qu'en fait un enfant commence à imposer un petit peu son caractère. Mais encore, faut-il en avoir? Et c'est là l'un des plus gros défis du football amateur aujourd'hui, trouver des éducateurs prêts à s'investir. Aujourd'hui, les réelles difficultés, c'est de trouver des éducateurs, mettre des personnes qui ont du temps à donner pour les enfants. Et ce problème dépasse largement le club du J3 AMI, c'est beaucoup plus large. Le nombre de licenciés de footballeurs augmente chaque année, mais paradoxalement, il y a moins en moins d'éducateurs qui veulent s'engager. Alors comment faire face à cette situation sans sacrifier la qualité de la formation? Aujourd'hui, on est obligé de faire avec, on essaie de restreindre au niveau effectif, parce qu'on n'a pas forcément les éducateurs en capacité de pouvoir accompagner les enfants. Aujourd'hui, les personnes qui sont, par exemple, au sein du club, c'est des personnes qu'on souhaite accompagner sur de la formation pour qu'ils puissent être en mesure aussi de pouvoir accompagner les jeunes de la meilleure des manières. Au foot français, il existe plusieurs certifications pour entraîner. Pour encadrer certaines catégories, c'est obligatoire. Un vrai enjeu pour les clubs qui doivent trouver du monde pour éduquer, mais en plus pouvoir les former derrière. Pas forcément, tout dépend du niveau auquel on encadre. Alors forcément aujourd'hui, nous pour un club comme AMI, on essaie de faire de l'élite régionale, c'est-à-dire jouer au meilleur niveau régional. Donc pour ce niveau-là, oui, effectivement, il faut des éducateurs diplômés, et ça aujourd'hui, ça ne coupe pas les rues. D'où encore une fois l'idée d'accompagner les éducateurs vers la formation, à minima sur des BMF,
pour pouvoir prendre des équipes du niveau régional et sur des CFI pour les éducateurs de niveau départemental. Faut le payer le DMF? Bien sûr, c'est une formation payante, qualifiante, qui est censée permettre l'employabilité. Maintenant, c'est une formation qui peut être prise en charge. Enfin, il y a différents financements qui peuvent permettre la prise en charge. Et généralement, il y a une partie qui est remboursée Par la fédération. française de football. Donc voilà. Là, un gros sujet à venir, c'est les parents. Certains veulent que leurs enfants jouent toujours plus, s'entraînent toujours plus, comme si chaque week-end pouvait décider de leur avenir. L'engouement qu'il y a autour du football, beaucoup aujourd'hui sont nivellés par des projets Mbappé comme on le sait. Aujourd'hui, c'est aussi de raisonner les parents qui sont à la demande de séances peut-être spécifiques ou certains cherchent à faire des séances en dehors du foot parce qu'ils ont des projets pour leurs enfants. Alors oui, la présence des parents dans un club de foot, c'est primordial pour le faire vivre. Mais parfois, cette présence peut être un peu trop pesante pour les éducateurs. Aujourd'hui, les parents sont présents dans l'accompagnement de leurs enfants. C'est une bonne chose, mais des fois trop présents. Malheureusement, cette pression ne s'arrête pas au bord des terrains. Il faut aussi gérer l'école, les devoirs et les séances spécifiques. L'enfant qui, avec la scolarité et le foot, c'est-à-dire 1 voire 2 séances semaine, c'est déjà peut-être énorme avec la récupération, toutes les choses qu'il peut y avoir à côté. Donc ça reste quelque chose qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, les parents veulent limite surentraîner leurs enfants. Et c'est la pire chose à faire parce que derrière, on se retrouve avec des enfants fatigués quand ils ont des événements, et notamment par exemple le week-end, quand ils ont à répondre à des compétitions tout simplement. Et puis, il y a un autre sujet très très sensible dans le club et surtout dans l'agglomération montargoise. La concurrence entre les clubs pour attirer les joueurs. Entre éducateurs qui ne se parlent pas pour attirer des joueurs d'un club à un autre, l'ambiance peut vite se tendre entre les deux clubs, alors que tout le monde est censé travailler pour la même passion. Les différentes personnes des différents clubs se connaissent, se disent tous oui, s'il y a ci, s'il y a ça, on va échanger, et qu'au final, c'est des parents en l'air. Et c'est là que le problème devient collectif. Et toute la progression du foot local qui en pâtit. Ça c'est ce qui freine aussi peut-être l'évolution même au sein des structures. Il y a une forme de fausse concurrence qui est présente parce que tout le monde veut briller de son côté à son échelle. C'est des choses que j'entends, il n'y a pas de problème, que je respecte. Mais je pars du principe qu'avant tout, on est dans des relations humaines. Et au cœur de ces tensions, il y a parfois une autre réalité. Certains éducateurs malheureusement privilégient leur intérêt personnel plutôt que celui du club ou des joueurs. Une situation qui complique encore plus la collaboration des clubs. Rien n'empêche de faire les choses en bonne et due forme, c'est-à-dire contacter les éducateurs, dire la démarche qui va être réalisée par exemple tout simplement. Aujourd'hui je pense que beaucoup d'éducateurs font les choses dans leur intérêt personnel. On veut tous avoir la meilleure équipe, ça je ne le nie pas. Mais encore une fois je pars du principe qu'un enfant pour aller dans un autre club, il doit être attiré par un projet. Un joueur doit venir pour un projet. Et si ce projet était plus grand qu'un club? Depuis plus de 50 ans, une question anime le football de l'agglomération montargoise. Faut-il fusionner les J3Mi avec son grand rival, l'USM Montargis? Fusion avec Montargis. Ah, fusion avec Montargis, ça dure depuis 50 ans. L'idée d'une fusion entre les deux clubs n'est pas du tout nouvelle. Mais si cette question revient régulièrement sur la table, c'est pour plusieurs raisons. Elle pourrait changer totalement le visage du football au sein de l'agglomération. Un seul grand club pour plus de moyens, plus de joueurs et donc une compétitivité bien plus élevée qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que tu penses qu'aujourd'hui, vu qu'il y ait 2 gros clubs comme ça dans une agglo, ça porte plus préjudice que ça crée la compétitivité pour toi? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait on est à des niveaux qui sont similaires. Et tantôt Montargis monte, tantôt Amilly monte, et tantôt on redescend et là on se retrouve au même niveau. Et une fusion, c'est pas juste réunir 2 clubs, c'est aussi réunir 2 histoires, 2 identités, 2 façons de voir le football. C'est là que les avis peuvent commencer à diverger. Je sais pas, il y a une identité forte dans chaque club. Et l'identité forte de chaque club peut faire que les gens s'y retrouvent pas. Que sportivement, ça appuie cet impulse en termes de compétition par rapport aux joueurs et à la qualité des joueurs sur l'agglo, certainement, ou la qualité des entraîneurs. Mais d'un point de vue d'identité club, de supporters, parce que c'est ça aussi qui fédère. Est-ce que les joueurs vont se retrouver dans l'identité club d'une fusion? Je sais pas.
Je sais pas. Où chacun veut garder un petit peu son identité, chacun a aussi un peu son histoire au niveau des clubs, et je pense que chacun veut garder, dans un premier temps, son indépendance. Mais certains voient les choses autrement. Une fusion, ce n'est pas perdre une identité, c'est juste en créer une nouvelle. Une identité qui représenterait toute l'agglomération montargoise, même les villes aux alentours. Et là est toute l'ambition de ce projet. Moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que alors dans mon parcours de sportif, j'ai vu, et puis dans différentes villes, j'ai vu en fait des fusions qui sont nées. Et des clubs qui fonctionnent très bien maintenant. Mais moi, je vous ai entendu ici, pas peur que ça soit en avant le nom de Montargis ou puis Camille soit un petit peu plus, soit en dessous, mais on n'est pas forcé de s'appeler comme ça. Quand on voit les clubs qui fusionnent, il n'y a pas de nom dessus. Une nouvelle identité, c'est, je sais pas, on peut parler de club d'agglo, hein. Et quand on parle de club d'agglo, en fait, ça représente Amilly, ça représente Montargis, ça représente Chalette, ça représente Panne, Villemandeur, ça représente tout le monde. Ce qui est sûr, c'est le sujet, il fait réfléchir. Et il est clivant. Différentes propositions émergent avec des visions plus ou moins ambitieuses pour rapprocher les deux clubs. Aujourd'hui, si peut-être il y avait quelque chose à faire, peut-être que ce serait, si chacun veut garder sa structure et ses clubs, peut-être au niveau senior, c'est là où peut-être que les joueurs fassent la navette d'un club à un autre. C'est peut-être à cet endroit-là où aujourd'hui c'est peut-être plus probable si on veut avoir des matchs sympas dans l'agglo, quoi. Avec une équipe peut-être, je dis ça, au niveau national 3, peut-être national 2. Mais encore une fois, je pense qu'à un moment donné, sur certains aspects, il y aura peut-être besoin de rassembler les forces, les finances aussi, pour pouvoir être compétitif. En fait, quand tu réunis des forces, quand tu réunis des forces en fait, et que tout le monde va dans le même sens, encore une fois, Ouais. et je pense qu'il y a des belles choses à faire en fait, au sein de l'agglomération. Comme je le dis souvent, c'est pouvoir s'entendre et comment y aller. Parce qu'en fait, vraiment, s'il faut le faire, il faut le faire en toute intelligence et puis il faut le faire en pensant à l'avenir des enfants, pas à ses ambitions personnelles. Ouais. Mais une fusion, ce n'est pas seulement une question de terrain ou de joueurs. Derrière, il y a aussi deux villes et deux mairies. Forcément, deux politiques différentes et deux façons de voir le sport. Moi, je vois que c'est la seule solution. Maintenant, faut voir, il va y avoir des élections, il faut voir si au niveau des municipalités, ils arrivent un jour à se mettre d'accord. Parce que là, c'est des enjeux quand même qui sont politiques. Ouais. On a deux mairies. Il faut que les deux mairies puissent en fait aussi déjà s'asseoir et puis pouvoir discuter et de faire quelque chose en fait, de noble. Et puis c'est eux qui vont donner aussi la direction. Et pour vous, la fusion entre l'USM Montargis et les J3 Mi, c'est un mythe ou un avenir proche? Et à l'inverse, est-ce que Montargis serait prêt à unir leurs forces avec les J3 Mi? En tout cas, un grand merci à Joël Lecause, à Ibrahima Diop, à Émilie Sali et à Seko Soirée. Et merci aux J3 de m'avoir laissé un week-end pour créer ce premier reportage. Vous retrouverez leur réseau en description et je les remercie encore. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. C'est mon premier reportage. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. De toute façon, il est clair que tant qu'on ne fera pas une fusion, pour moi, il y a aucun. On ne pourra jamais monter plus haut. Puis, de toute façon, c'est la question des fusions qui mange qui. Je l'ai déjà dit. Ouais. C'est vraiment cette question-là. Et ça, je ne suis pas sûre que dans un club comme dans l'autre, les gens soient prêts à discuter. Enfin, discuter certainement. Mais en tout cas, à passer prendre la responsabilité de ce passage-là, je ne suis pas sûre. Ok. Mais qui mange qui, ça sera une question. Il y a beaucoup d'ego dans le foot. Il y aura forcément ça. Le 50-50, j'y crois pas.